Cash Clay wants to change his name to Muhammad Ali. What kind of shit is that? Remember, Simi, no one here can know I am royalty. You must appear to be no different than the average man. I will not say a word. Près de 4 décennies se sont écoulées depuis la sortie de Coming to America. Et pourtant, le charme du film n'a jamais perdu de son éclat. Derrière l'humour explosif d'Eddie Murphy et la splendeur fastueuse du royaume fictif de Zamunda, se cachent des secrets stupéfiants que peu de gens connaissent. Les coulisses ne se résumaient pas au rire, elles abritaient des tensions, des dangers et des détails si étranges qu'ils en deviennent presque incroyables. Pouvez-vous l'imaginer? Une scène apparemment inoffensive a failli coûter la vie à un acteur. Des procès interminables ont plongé le studio dans la tourmente. Et une simple carte, en apparence anodine, dissimulait une vérité si surprenante qu'elle a bouleversé les fans. Préparez-vous à pénétrer dans un univers encore jamais révélé, alors que nous levons le voile sur les 20 secrets les plus insolites de Coming to America. 20. Eddie Murphy regrette d'avoir engagé le réalisateur John Landis dans les coulisses de Coming to America, une véritable tempête silencieuse, grondée entre deux figures puissantes, Eddie Murphy, la star afro-américaine alors au sommet de sa carrière, et John Landis, le réalisateur derrière plusieurs superproductions légendaires. Mais lorsque ces deux forces se retrouvèrent contraintes de travailler ensemble, l'atmosphère sur le plateau cessa d'être synonyme de créativité et de collaboration pour se transformer en une guerre froide, pleine de méfiance et de tension. La racine de ce conflit ne prit pas naissance sur le plateau royal de Zamunda, mais bien dans l'ombre d'un événement tragique survenu en 1982, le drame de Twilight Zone. The Movie, au cours duquel 3 personnes perdirent la vie lors d'une scène dirigée par Landis. Cette tragédie retentissante laissa chez Murphy une peur diffuse et tenace, le poussant à regarder Landis avec suspicion. Il n'était plus à ses yeux le réalisateur fiable avec lequel il avait autrefois collaboré dans Trading Places. Plus le tournage avançait, plus la tension devenait palpable. Landis n'hésitait pas à corriger chaque expression, chaque intonation, voire même la démarche de Murphy, transformant le plateau en champ de bataille psychologique. Eddie Murphy, connu pour sa liberté, son humour spontané et son énergie débordante, se retrouvait soudain emprisonné dans un carcan rigide, au point d'avoir parfois envie d'abandonner le projet sur le champ. Pourtant, le professionnalisme et la pression du reste de l'équipe l'obligèrent à ravaler sa colère, à aller jusqu'au bout de son rôle, afin que le film ne s'effondre pas. Et, ironie du sort, bien qu'ils ne se soient jamais réellement réconciliés, Murphy retravailla plus tard avec Landis sur Beverly Hills Cop 3. Une collaboration pour le moins étrange, comme si 2 ennemis étaient forcés de se serrer la main par la volonté du destin. Mais la méfiance, les précautions et les fissures du passé, elles ne disparurent jamais. 19. John Amos a menacé de tuer les producteurs pour obtenir le rôle de Cleo McDowell. John Amos, qui incarne Cleo McDowell, a décroché son rôle d'une manière pour le moins inhabituelle et incroyablement audacieuse. Lorsqu'il entendit parler de l'opportunité d'interpréter le père de Lisa, un homme obsédé par les hamburgers, Amos ne suivit aucune procédure classique telle qu'une audition ou un casting. À la place, il décrocha simplement le téléphone et appela directement les producteurs. Avec un ton ferme et sans détour, il leur lança « Si vous essayez de m'écarter de ce film, je vous tuerai ». Bien sûr, ce n'était qu'une plaisanterie, mais elle fut si marquante que les producteurs ne l'oublièrent jamais. Ils comprirent immédiatement qu'ils venaient de trouver l'acteur parfait pour incarner Cléo. Dans la peau de Cleo McDowell, Amos offrit un savant mélange de rudesse et de charme. Il interpréta un père plus impressionné par la richesse que par la lignée royale, ponctuant son jeu de répliques ironiques et savoureusement drôles. Cette assurance et cette détermination caractéristique lui permirent d'imposer son style unique, transformant Cleo McDowell en l'un des personnages les plus mémorables du film. 18. Les servantes devaient complimenter les parties intimes du prince Hakim dans la scène du bain. Peu de gens auraient imaginé qu'une scène de quelques secondes seulement dans Coming to America deviendrait l'un des sujets les plus controversés pendant des décennies.
il s'agit de la fameuse scène du bain royal, celle où le prince Hakim, incarné par Eddie Murphy, découvre un monde de luxe et d'extravagance servi et adoré tel un dieu vivant. Mais derrière l'eau scintillante et les sourires apparemment anodins se cache une histoire de tournage pleine de tensions où l'argent, le pouvoir et la morale s'entrechoquent violemment. L'équipe du film avait construit un gigantesque bassin spécialement pour l'occasion, ajustant la température à la perfection afin que les acteurs se sentent à l'aise, tandis que Murphy n'avait qu'à entrer dans l'eau et savourer l'instant de gloire. Pourtant, le détail le plus choquant fut sans doute le cachet inhabituel. Les actrices jouant les servantes furent payées le double pour accepter une scène à la fois délicate, humoristique et potentiellement scandaleuse. Les critiques y virent l'ultime fantasme masculin, transposé à l'écran tandis que le public se montra divisé. Certains riaient aux éclats, d'autres fronçaient les sourcils outrés. Fait surprenant, tout le monde sur le plateau ne s'est pas senti mal à l'aise. Plusieurs actrices, dont Victoria Dillard, considérèrent cette expérience comme une opportunité rare, allant même jusqu'à dire que c'était un honneur de participer à une scène aussi mémorable dans l'histoire d'Hollywood. Ce contraste de perception fit de ce bain royal un mystère fascinant chef-d'œuvre satirique sur le pouvoir et le désir ou tâche indélébile d'une époque révolue du cinéma. Partagez votre avis dans les commentaires. 17. Arsenio Hall a connu un grave incident avec son costume. Avant d'endosser le rôle du fidèle compagnon Semmi, à la fois râleur dramatique et irrésistible, dans Coming to America, Arsenio Hall travaillait comme doubleur pour Winston Zeddemore dans la série animée Ghostbusters. Mais lorsque l'opportunité de participer au film d'Eddie Murphy s'est présentée, Hall n'a pas hésité une seconde à tout laisser derrière lui. Passer du doublage à la comédie, en prise de vue réelle, représentait un défi de taille, mais il transforma cette épreuve en véritable tremplin. Il ne se contenta pas d'incarner Semmi, il interpréta également plusieurs autres personnages, dont un prédicateur déchu, un barbier excentrique et une femme particulièrement désagréable dans une boîte de nuit. Cependant, durant le tournage, Arsenio Hall connut un incident sérieux lié au maquillage et à la transformation physique de ses personnages. Selon ses dires, il fit une réaction allergique à la colle utilisée pour fixer les prothèses, ce qui provoqua une inflammation sévère et l'obligea à interrompre le tournage pendant 3 jours pour se rétablir. Malgré tout, Hall revint rapidement devant la caméra et continua à endosser de multiples rôles, notamment Maurice, le révérend Brown, et la fameuse « Extremely Ugly Girl », avec un professionnalisme et une aisance telle que le public fut incapable de le reconnaître sous les couches de maquillage. L'un des souvenirs les plus marquants du tournage reste la fois où Hall et Eddie Murphy, déguisés en leurs personnages du salon de coiffure, sortirent en public sans être identifiés. Hall raconta que plusieurs passants les avaient pris en photo et avaient même discuté avec eux sans se douter qu'il s'agissait de 2 stars mondialement connues. Ce n'est qu'une fois le maquillage retiré que les gens réalisèrent qui ils étaient stupéfaits. Hall se souvient en riant. « Nous sommes sortis et personne ne nous a reconnus. Nous sommes même allés dans un petit restaurant et nous nous sommes assis. Les gens nous regardaient intrigués, mais sans comprendre qui nous étions. » 16. La construction fastueuse du palais de Zamunda. Le majestueux palais de Zamunda vous a-t-il impressionné? Partagez votre avis dans les commentaires. Dans Coming to America, le palais de Zamunda a été filmé à l'intérieur du manoir, Lyndhurst, à Tarrytown, dans l'État de New York. Une demeure de style Gothic Revival, construite en 1838, célèbre pour son architecture d'époque et ses vastes espaces. Classée parmi les sites historiques les mieux préservés des États-Unis, cette résidence a servi de décor somptueux pour incarner la richesse et la grandeur du royaume fictif. Pour transformer cet endroit en véritable palais royal, le chef décorateur Jeffrey Bruft importa du mobilier et des tapis venus de plusieurs pays, utilisa de virtuelles feuilles, d'or sur certains décors et engagea des agents de sécurité pour protéger les antiquités de grande valeur. Certaines pièces
trop fragile, ne pouvait supporter le poids des équipements lourds. L'équipe dut donc fixer les caméras sur des structures légères pour éviter tout dommage. Les lustres du XIXe siècle, les œuvres d'art africaines, commandées spécialement pour le film, et le mélange savant de luxe et de culture donnèrent naissance à un décor à la fois somptueux, crédible et vibrant. Le spectateur avait l'impression de se promener dans un véritable palais royal, alors qu'en réalité, il arpentait un lieu chargé d'histoire, où chaque détail avait été minutieusement pensé pour faire vivre un royaume imaginaire d'un réalisme saisissant. 15. Paramount a dû verser près d'$1 million à cause d'un procès. L'affaire judiciaire entourant Coming to America est l'une des histoires de coulisses les plus fascinantes et méconnues d'Hollywood. Dans les années 1980, l'écrivain et chroniqueur Art Buchwald présenta à Jeffrey Katzenberg, alors chez Paramount, un scénario intitulé « It's a Crude, Crude World », en espérant qu'Eddie Murphy y tienne le rôle principal. Paramount acheta les droits du scénario, mais le projet fut finalement suspendu, puis abandonné. Quelques années plus tard, lorsque le studio lança la production de Coming to America, Buchwald remarqua que l'idée originale semblait avoir été utilisée sans qu'il en soit crédité. Il intenta alors un procès retentissant pour violation du droit d'auteur. L'affaire fut jugée en Californie en 1990, et la Cour donna raison à Buchwald, estimant que le film s'inspirait bel et bien de son concept. Le tribunal révéla également que Paramount avait recours à des méthodes comptables complexes pour éviter de verser les redevances dues malgré les millions de dollars générés par le long métrage. Finalement, Paramount accepta de régler le litige en versant la somme de $900 000 à Buchwald. Mais ce n'était pas la seule bataille juridique. Un véritable prince africain intenta lui aussi une action contre le studio, affirmant que son image et le nom de sa royauté avaient été exploités sans autorisation dans le film. 14. Shari Headley a dû refuser la demande en mariage 15 fois. Shari Headley, qui interprète Lisa McDowell, a dû tourner la scène où elle rejette la demande en mariage du prince Hakim, à 15 reprises. Le réalisateur John Landis voulait qu'elle exprime son refus avec plus de douceur, ce qui finit par l'épuiser et la frustrer profondément. Dans une interview, Headley expliqua qu'elle avait dû refaire la prise encore et encore, parce que Landis insistait pour qu'elle trouve le ton parfait, à la fois tendre et convaincant. Malgré la fatigue et la tension, Shari Headley fit preuve d'une remarquable patience et d'un grand professionnalisme tout au long du tournage. À la sortie du film, elle fut largement saluée pour sa performance subtile et sincère. Cette interprétation contribua à faire d'elle l'une des actrices les plus marquantes des années 1980, lui ouvrant la voie vers de nombreux rôles au cinéma et à la télévision. 13. Eddie Murphy a financé le film de sa propre poche, loin de l'image de star hollywoodienne, se reposant sur les studios Eddie Murphy, prouva qu'il était aussi un investisseur audacieux en finançant lui-même Coming to America. À l'époque, Paramount Pictures doutait de la viabilité du projet, mais Murphy, convaincu du potentiel de l'histoire, décida d'y investir personnellement, non seulement en tant qu'acteur principal, mais aussi comme producteur. Ce geste audacieux témoignait de sa foi absolue dans le succès du film. Le résultat dépassa toutes les attentes. Coming to America devint un phénomène mondial, rapportant plus de $350 millions au box-office pour un budget initial d'à peine 36 millions. Murphy toucha un cachet d'environ $8 millions pour son rôle, ainsi qu'un pourcentage sur les recettes. Cependant, selon un article du Los Angeles Times, malgré ces chiffres impressionnants, le film ne généra aucun bénéfice net pour Paramount à cause de la complexité des accords financiers et des frais de production. Une réalité amère qui illustre les rouages impitoyables de l'industrie cinématographique où les recettes colossales ne se traduisent pas toujours par des profits réels. 12. Samuel L. Jackson, oublié dans la scène du braquage du restaurant. Samuel L. Jackson fit une apparition brève mais mémorable dans Coming to America, incarnant un braqueur s'introduisant dans le fast-food McDowell's.
Bien qu'il ne soit à l'écran que pendant moins de 2 minutes, sa prestation marqua les esprits armés d'un fusil et ponctuant ses répliques d'une série d'injures, Jackson donna à la scène une tension à la fois dramatique et comique. Cependant, ce rôle passa presque inaperçu auprès du grand public, en partie parce qu'à l'époque, Jackson n'était pas encore célèbre et aussi à cause de la brièveté de sa présence à l'écran. Pourtant, pour les spectateurs attentifs, cette scène reste l'un des moments les plus savoureux du film. Des années plus tard, alors que la carrière de Samuel L. Jackson explosa à Hollywood, de nombreux fans découvrirent avec étonnement qu'il était ce braqueur du Coming to America. Certains furent même stupéfaits car son apparition était si courte et si discrète qu'ils ne l'avaient jamais reconnu. Et vous, que pensez-vous de ce petit rôle de Samuel L. Jackson ? Était-il aussi marquant que drôle ? Partagez votre avis dans les commentaires. 11. Les animaux du film étaient entièrement reals. Les scènes royales du royaume de Zamunda ne fascinent pas seulement par leur opulence, mais aussi par l'utilisation d'animaux véritables apportant au film un réalisme et une vitalité saisissants. Le lion que l'on voit lors de l'entrée du roi Jaff Joffer n'était ni un effet spécial ni une maquette, c'était un véritable animal soigneusement dressé par un entraîneur réputé de Hollywood qui avait également travaillé sur des productions telles que The Lion King et El Halo, pour garantir la sécurité de toute l'équipe du film, suivi des protocoles rigoureux pendant le tournage. Les dresseurs utilisaient en d'autres des récompenses et des ordres doux pour garder le lion calme. James Earl Jones, l'interprète du roi Jaff, se tenait à seulement quelques pas de l'animal durant la scène. Une proximité impressionnante. En plus du lion, le tournage fit intervenir d'autres animaux vivants, notamment des ponts et des éléphants, venus de réserves animalières, afin de recréer un univers royal aussi authentique que somptueux. Eddie Murphy déclara plus tard que la présence du lion l'avait rendu plus humble et respectueux. Les acteurs reçurent des instructions précises pour jouer à proximité des animaux afin d'assurer à la fois leur sécurité et la crédibilité des scènes. Et vous, que pensez-vous de cette audacieuse utilisation d'animaux réels ? Dites-le moi dans les commentaires. 10. Le film devait à l'origine s'appeler The Quest. Avant de devenir le classique que nous connaissons sous le titre Coming to America, le projet d'Eddie Murphy portait un tout autre nom, The Quest. Un titre qui évoquait davantage une aventure épique ou une légende médiévale qu'une comédie romantique moderne. C'était pourtant le nom du scénario original que Murphy présenta à Paramount lorsqu'il proposa pour la première fois son idée. Murphy imaginait l'histoire d'un prince africain quittant pour la première fois son palais afin de trouver le véritable amour, non pas à travers un mariage arrangé, mais grâce à une rencontre sincère et authentique. C'était un voyage initiatique sur la liberté, la découverte de soi et le droit de choisir sa propre destinée. Cependant, le studio rejeta ce titre, le jugeant trop sérieux et difficile à vendre. Paramount souhaitait quelque chose de plus accrocheur, de plus léger et immédiatement identifiable pour le public. C'est ainsi qu'est né le titre Coming to America. Et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. 9. Un maquillage long et épuisant. Eddie Murphy et Arsenio Hall vécurent une véritable métamorphose pour le film, chacun incarnant plusieurs personnages aux physionomies, voix et personnalités totalement différentes. Pour devenir Saul, le vieux client juif du salon de coiffure, à la peau ridée aux lunettes épaisses et à la moustache fournie, Murphy devait passer entre 3 et 4 heures en salle de maquillage. Les maquilleurs appliquaient des couches de latex, créaient des rides artificielles, ajustaient la perruque et les fausses moustaches, puis peignaient chaque détail à la main pour donner vie à une illusion parfaite, à la fois hilarante et crédible. Arsenio Hall, tout comme Murphy, dut affronter des défis similaires en incarnant une multitude de personnages secondaires, allant du simple vendeur à la femme acariâtre de la boîte de nuit. Les couches épaisses de maquillage et de prothèses devinrent à la fois une barrière physique et psychologique qu'il lui fallut surmonter. La plus grande difficulté pour les acteurs résidait dans le fait de jouer sous un maquillage lourd et contraignant,
tout en conservant des expressions naturelles et une diction claire indispensable aux scènes humoristiques complexes. Parfois, les prothèses se décollaient ou se détérioraient, obligeant l'équipe à interrompre le tournage pour procéder aux réparations, ce qui prolongeait la production au-delà du calendrier prévu. Cette expérience exigeait une patience et une endurance remarquables de la part des comédiens qui durent redoubler de persévérance pour livrer des performances aussi vivantes que mémorables. 8. Le M inversé et le Big Mic ont failli valoir à Paramount un procès de McDonald's. Le restaurant fictif McDowell's, tenu par Cleo McDowell, est une parodie évidente de la célèbre chaîne McDonald's. Le logo de McDowell's représente un M inversé, baptisé les Golden Arcs, au lieu des Golden Arches de McDonald's, et leur plat vedette s'appelle le Big Mic au lieu du Big Mac. La réplique culte de Cléo: « Nous avons 2 steaks, de la sauce, de la laitue, du fromage, des cornichons et des oignons. » Mais eux, ils utilisent des pains avec des graines de sésame. Le mien n'en a pas, souligne avec humour cette ressemblance flagrante. Bien que McDonald's n'ait jamais intenté de procès à Paramount Pictures pour cette satire, l'histoire connut un rebondissement en 2022. Cette fois, c'est Paramount qui poursuivit en justice une société appelée JMC Pop-Ups LLC. Celle-ci avait ouvert un restaurant éphémère baptisé McDowell's, inspiré directement du film, à Springfield, Virginie, et à Cherry Hill, New Jersey. Paramount accusa l'entreprise de violation du droit d'auteur et réclama $30 000 de dommages-intérêts, ainsi que le remboursement des frais d'avocat. L'affaire fut portée devant le Copyright Claims Board, un tribunal créé en 2020 pour traiter les litiges mineurs liés aux droits d'auteur. 7. La scène du baiser coupé qui mit Shari Headley en colère. Et oui, il existait bel et bien une longue scène de baiser entre Hakim et Lisa, interprétée par Shari Headley, censée être l'un des moments les plus romantiques du film. Pourtant, cette séquence fut finalement coupée au montage. La raison exacte n'a jamais été confirmée, mais beaucoup pensent que la durée du film et le rythme comique global ont conduit à cette suppression. Fait amusant, Shari Headley révéla plus tard qu'elle avait eu l'impression de passer la journée entière à embrasser Eddie Murphy. C'est pourquoi elle fut véritablement furieuse en découvrant que la scène n'apparaissait pas dans la version finale. 6. Coming 2. America a réutilisé les costumes de 1988. Lorsque Coming to America sortit en 2021, l'équipe du département costumes replongea dans les archives du film original, ressortant les tenues royales de 1988 pour les restaurer et les moderniser avec soin. Sous la direction de Ruth E. Carter, créatrice de costumes oscarisés, chaque broderie, motif doré et ornement fut minutieusement retravaillée afin de préserver l'élégance et l'identité visuelle du royaume de Zamunda, restée gravée dans la mémoire du public. Ruth E. Carter conçut plus de 800 costumes pour cette suite, dont environ 90% furent entièrement nouveaux, tandis que 10 à 15% provenaient du film original. Ce savant mélange de passé et de présent rendait hommage à l'héritage du premier opus, tout en démontrant la vitalité intemporelle de son style et de son univers. Chaque texture, chaque étoffe et chaque détail témoignait d'un équilibre parfait entre tradition et modernité. Même les éléments symboliques furent repensés, comme la tête de lion en 3D que porte Eddie Murphy dans cette suite, en remplacement du véritable lion du film original, signe d'une évolution technique tout en conservant la majesté et la noblesse du royaume fictif. Plus de 3 décennies après l'esprit de Coming to America, demeurait intact à la fois hommage nostalgique et célébration élégante d'un mythe cinématographique. Et vous avez-vous vu Coming to America? Partagez vos impressions dans les commentaires. 5. Louis Anderson, l'acteur blanc imposé par le studio. L'une des décisions les plus controversées du tournage survint lorsque Paramount Pictures exigea qu'un acteur blanc figure au casting, alors entièrement composé d'artistes afro-américains. Eddie Murphy, qui avait imaginé un film à l'identité culturelle forte, souhaitait conserver cette cohérence, mais le studio insista sur la nécessité d'un visage blanc
pour élargir l'attrait commercial du film. Pour répondre à cette contrainte, Murphy et son ami Arsenio Hall choisirent Louis Anderson, un humoriste qu'ils connaissaient et appréciaient. Anderson incarna Maurice, l'employé jovial du restaurant McDowell's, où travaille le prince Hakim. Bien que son rôle soit mineur, il apporta une touche d'humour rafraîchissante grâce à son style comique singulier. Ironie du sort. Maurice devint l'un des personnages secondaires les plus aimés du film et le seul à revenir plus de 30 ans plus tard dans la suite. Et vous, que pensez-vous de ce choix? Dites-le moi dans les commentaires, mais en box. 4. Les seconds rôles étaient des membres de la famille d'Eddie Murphy. Avez-vous remarqué un visage familier lors de la scène du match de basket sans parvenir à l'identifier? Il s'agissait en réalité du frère d'Eddie Murphy, Charlie Murphy, apparaissant furtivement dans le rôle d'un vendeur ambulant dans les gradins. À ses côtés, on aperçoit également Vernon Lynch, le demi-frère de Murphy, patientant dans la file pour utiliser les toilettes, un clin d'œil subtil que seuls les spectateurs les plus attentifs peuvent repérer. Par ailleurs, un autre membre de la famille Murphy travailla en coulisses, contribuant discrètement à la production du film. Ce choix d'impliquer ses proches n'était pas anodin. Il instaurait une atmosphère chaleureuse et conviviale sur le plateau, transformant le tournage en une véritable aventure familiale. Pour Murphy, c'était aussi une façon de partager un peu de la magie de Hollywood avec les siens, rendant les longues journées de travail plus légères et pleines de complicité. Ces caméos cachés sont devenus avec le temps une sorte de secret de famille pour les fans. Beaucoup de spectateurs, en revisionnant le film, ont découvert ces apparitions et ont eu la sensation d'être initiés à un petit mystère intime, un détail minuscule, mais qui renforce le lien entre le public et l'univers du film. 3. Eddie Murphy exigeait un uniforme neuf chaque jour. L'uniforme rouge à rayures du restaurant McDowell's est devenu un symbole emblématique du film. Ce que peu de gens savent, c'est que Eddie Murphy entretenait une habitude plutôt singulière à son sujet, il refusait de porter le même uniforme 2 jours de suite. L'acteur exigeait qu'une nouvelle tenue soit confectionnée pour lui chaque matin, en raison de son obsession du détail et de son goût prononcé pour la propreté. Ce perfectionnisme typique de Murphy traduisait son souci constant de l'apparence à l'écran, un trait de caractère qui contribua aussi à l'élégance visuelle du film. 2. La carte du royaume de Zamunda est une version inversée de Madagascar. La carte du royaume fictif de Zamunda a en réalité été conçue à partir de l'image de l'île de Madagascar, mais avec une petite touche d'ingéniosité, l'île a simplement été retournée à l'envers. Ce choix astucieux constituait une manière économique et efficace d'obtenir un rendu visuel convaincant sans devoir créer une carte entièrement nouvelle. Il permit à l'équipe de production d'économiser à la fois du temps et de l'argent. Cet exemple illustre parfaitement la créativité pragmatique des cinéastes, capables de réutiliser des éléments existants pour produire un effet visuel saisissant tout en préservant l'esthétique et l'originalité du film. 1. Cuba Gooding Jr. a marqué les esprits avec une simple coupe de cheveux. La scène du salon de coiffure dans Coming to America fut le véritable point de départ de la carrière de Cuba Gooding Jr. Il y incarne un jeune homme assis silencieusement sur le fauteuil, sans dire un mot, ni faire un geste esquissant, simplement un sourire, pendant qu'Eddie Murphy lui coupe les cheveux. Malgré cette apparition brève et muette, ce rôle marqua le début d'un parcours exceptionnel qui mènera l'acteur à devenir l'une des grandes figures du cinéma hollywoodien. Le tournage de cette scène eut lieu dans un véritable salon de coiffure de Brooklyn, à New York, situé au 392 South 5th Street, à l'angle de Hooper Street. L'établissement installé au rez-de-chaussée d'un vieil immeuble, autrefois occupé par un Wendy's, fut démoli en 2013 pour laisser place à un complexe résidentiel haut de gamme de 105 millions de dollars, comprenant des appartements de luxe et des commerces. Bien que le salon d'origine n'existe plus aujourd'hui, la scène qui y fut tournée reste gravée dans la mémoire des spectateurs, symbole d'un moment où un futur lauréat des Oscars faisait ses premiers pas sous les projecteurs.
Les 20 révélations autour de Coming to America nous rappellent que ce film n'est pas seulement une comédie culte, mais aussi une véritable aventure remplie de surprises derrière la caméra. Des querelles entre le réalisateur et la star des scènes coupées, des procès interminables, jusqu'à l'exigence de Paramount d'inclure un acteur blanc ou l'obsession d'Eddie Murphy pour la propreté, au point de demander un uniforme neuf chaque jour. Chaque détail révèle un mélange de tension, de pression et d'audace créative ayant contribué à faire de Coming to America un phénomène culturel intemporel. Et vous, quelle révélation vous a le plus étonné? La scène du bain royal qui fit scandale, l'utilisation d'animaux réels dans le palais de Zamunda, ou encore le procès d'Art Buchwald qui fit trembler Paramount. Partagez votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette exploration jusqu'au bout et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires inédites, des coulisses des films qui ont marqué à jamais l'histoire d'Hollywood.